C'était un mardi typique aux eaux nationales de Washington lorsque les premiers cris résonnèrent dans l'air matinal d'octobre. Côte rouge. Côte rouge. Gros chat en liberté. La voix de Marcus Johnson, superviseur de la sécurité, claqua dans les haut-parleurs, glaçant le sang de centaines de visiteurs. Les familles s'éparpillèrent dans toutes les directions. Les enfants pleuraient, agrippés aux mains de leurs parents. Les gardes, armés de fusils tranquillisants, couraient sur les chemins pavés comme des soldats paniqués. Au centre de tout cela marchait une silhouette imposante. Un lion mâle de 180 kg, à la crinière dorée ondulant dans le vent d'automne. Il avançait sans hâte, mais avec l'assurance souveraine de celui qui n'a jamais connu de chaîne. Simba, car une seule personne sur Terre l'appelait encore ainsi, avait réussi ce que les experts disaient impossible. S'échapper de l'enclos de haute sécurité du zoo le plus surveillé des États-Unis. L'odeur âcre de la panique humaine se mêlait à celle, plus douce, des feuilles mortes. Les cris de terreur se heurtaient aux hurlements stridents des sirènes, résonnant à travers les arbres centenaires. Mais le lion n'était pas en chasse. Il ne cherchait ni proie, ni cachette. Ses yeux dorés, brillant d'une lumière calme, ne balayaient pas la foule. Quelque chose en lui l'attirait, le guidait avec une force ancienne, silencieuse, presque sacrée. Il avançait vers une destination qu'aucun plan du zoo n'aurait pu prédire. Près de la grande porte d'entrée, Henry Thompson, 73 ans, se tenait droit malgré la canne de chêne qui soutenait son vieux corps. Ancien vétéran du Vietnam, retraité depuis 20 ans de son poste de gardien en chef, Henry était revenu ce matin-là pour une visite discrète, presque sentimentale. Vêtu de son long manteau brun, il voulait voir ses enfants une dernière fois, ainsi appelaient-ils les animaux qu'il avait élevés autrefois. Il entendit les sirènes, vit les visiteurs courir dans tous les sens, mais ne bougea pas. Quelque chose le retint sur place. Ce n'était pas du courage. C'était une certitude. Puis il le vit, point une silhouette dorée émergeant lentement des arbres. Il observa sa démarche, la façon dont il posait ses pattes, l'angle exact de sa tête. Un frisson remonta le long de sa colonne. Son cœur s'accéléra, non de peur, mais d'émotion. Ses yeux bleus, ternis par les années, s'écarquillèrent. « Simba » murmura Dash Tedash, il point et sa voix se perdit dans le tumulte. Le dernier visiteur venait de le dépasser, les agents de sécurité lui criaient de fuir, de se cacher, mais Henry restait figé. Au loin, le docteur Sarah Mitchell, directrice vétérinaire du zoo, observait la scène à travers des jumelles, le souffle court. « Quelqu'un doit évacuer ce vieil homme » cria-t-elle dans sa radio. Mais Henry savait quelque chose que les autres ignoraient. Une vérité enfouie sous 2 décennies d'oubli et de protocole. Une vérité dont seuls 2 êtres vivants dans ce zoo se souvenaient encore. Simba continuait d'avancer, point il ne réagissait pas aux fléchettes tranquillisantes qui passaient près de lui. Il ne regardait rien d'autre que l'homme figé sur son chemin. Il était guidé par une odeur, point une odeur qu'aucun autre humain n'aurait pu porter. Celle de la sécurité, point celle du foyer, point celle de son père. Marcus Johnson, debout à 50 mètres, tremblait en pointant son arme. « Monsieur Thompson, reculez immédiatement !» cria-t-il. Mais Henry restait là, les larmes aux yeux. « Mon garçon !»« Tu te souviens, n'est-ce pas ?» murmura-t-il en tendant une main. À 10 mètres, Simba s'arrêta, point il inclina la tête légèrement, curieux, exactement comme lorsqu'il était petit. Les gardes étaient figés, doigts sur la détente. Les caméras tournaient, point les téléphones filmaient. Simba fit 3 pas de plus, point, puis il s'arrêta encore. Son regard ne quittait pas celui d'Henry. Il semblait sonder son visage, fouiller dans les recoins oubliés de sa mémoire. Et puis, dans un silence absolu, il abaissa lentement la tête, en signe de soumission. Le silence devint surnaturel, point même les sirènes paraissaient s'éteindre. Sarah Mitchell, bouche ouverte, murmura « C'est impossible. Les lions ne se souviennent pas comme ça, pas après 20 ans. » Marcus, stupéfait, baissa son arme. « C'est Henry. Le vrai Henry. » Les anciens murmures revinrent, le gardien légendaire qui élevait les lionceaux comme ses enfants. Quand Simba était arrivé, rejeté par sa mère à Détroit, c'est Henry qui l'avait nourri au biberon, veillé toutes les nuits, joué avec lui, l'avait éduqué. « C'est mon fils », disait-il à l'époque. On se moquait de lui, point, on le trouvait excessif. Mais aujourd'hui, tout devenait limpide. Simba s'approcha doucement, jusqu'à 2 mètres. Il émit un son étrange, profond, presque un ronronnement. Henry tendit la main. « Tout va bien, mon garçon. C'est papa. » Le lion s'approcha encore, lentement. Puis il posa sa tête contre la poitrine d'Henry, comme il le faisait jadis, quand il n'était encore qu'un petit. Et dans ce geste, il y avait tout l'instinct, la mémoire. Et l'amour. La scène surréaliste entre Henry et Simba faisait désormais le tour du monde. Les vidéos captées par les visiteurs étaient devenues virales. En quelques heures, elles s'étaient propagées sur toutes les plateformes, accompagnées de légendes comme le lion qui n'a jamais oublié,
ou une histoire d'amour au-delà des espèces. Les commentaires affluaient, des larmes, de la stupéfaction et surtout une admiration profonde pour ce lien unique. Pourtant, au-delà de la fascination collective, Henri restait silencieux. Assis sur un banc non loin de l'enclos, il fixait Simba, allongé à quelques mètres de l'autre côté de la grille renforcée. Entre eux, plus de barreaux qu'autrefois, mais aussi plus de compréhension qu'aucun mot n'aurait pu contenir. Lorsque la sécurité eut confirmé que l'animal était retourné dans son habitat, les techniciens se penchèrent sur le système électronique censé verrouiller l'enclos. Un bug, ont-ils conclu, une probabilité d'1 sur 1 million. Mais Sarah Mitchell, toujours bouleversée par ce qu'elle avait vu, refusa cette explication comme unique réponse. Ce n'était pas un simple accident. C'était une nécessité. Elle convoqua Henri dans son bureau dès le lendemain. Il arriva ponctuel, droit malgré la fatigue, sa canne frappant doucement le sol carrelé. Elle l'accueillit sans protocole, lui tendant une tasse de café qu'il accepta en silence. Puis elle alluma l'écran et lança les images captées par les caméras de surveillance. Chaque geste de Simba y apparaissait avec une netteté troublante. Son regard pointait sa lente avancée, pointait sa soumission, pointait sa tête posée sur la poitrine d'Henri. Elle appuya sur pause. « Henri, demanda-t-elle, comment expliquez-vous cela ? La science ne peut pas. » Le vieil homme leva les yeux vers elle. Il ne répondit pas tout de suite. Il porta la tasse à ses lèvres, réfléchit. Puis enfin, la science mesure l'amour, lui, se vit. Elle resta un instant sans voix. Ce qu'elle venait de vivre contredisait ses années de formation, ses lectures, ses certitudes. Et pourtant, elle n'avait jamais vu de démonstration plus puissante d'un lien émotionnel. Elle se leva, contourna le bureau et s'assit face à Henri. « Racontez-moi tout depuis le début. » Et Henri raconta l'arrivée de Simba à 6 semaines. Son corps frêle, ses gémissements nocturnes. Le biberon toutes les 3 heures, les jeux, les petites morsures maladroites. Il raconta les nuits passées à lui parler, à lui lire des journaux, à simplement exister près de lui. Il raconta le moment où le petit lion cessa de pleurer quand il l'entendait entrer. Les premiers ronronnements, les premiers regards. Il me faisait confiance, dit-il. Plus encore, il se sentait chez lui, avec moi. Sarah l'écoutait, silencieuse. Chaque mot semblait confirmer ce qu'elle ne voulait admettre. Les animaux, aussi puissants soient-ils, pouvaient aimer. Profondément, véritablement. Pendant ce temps, le zoo croulait sous les demandes médiatiques. CNN, BBC, National Geographic, tous voulaient interviewer Henri, documenter leur histoire. Il refusa chacune d'elles lorsqu'un jeune journaliste, insistant, lui demanda pourquoi. Il répondit simplement « Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas à vendre. » Cependant, il accepta la proposition du conseil du zoo, revenir chaque mois rendre visite à Simba, dans un cadre sécurisé, sous supervision. Une décision saluée publiquement. Car le lien entre l'homme et le lion avait désormais une valeur scientifique, éducative, presque sacrée. La première de ces visites eut lieu 2 semaines plus tard. Tout avait été préparé, des barrières supplémentaires. Des vétérinaires en alerte, des caméras prêtes, mais lorsqu'Henri franchit les portes de l'habitat, Simba se leva d'un bond. Il émit le même ronronnement grave, et se coucha aussitôt dans la position qui lui permettait de poser la tête sur la cuisse du vieil homme. Comme autrefois. Henry posa ohne mein Tremplante sur es acrenire. Un frisson traversa les spectateurs. Une journaliste laissa tomber son micro. Un vétérinaire retint une larme. Il s'en souvient comme si c'était hier, souffla Sarah. Pour lui, ce n'est jamais parti, répondit Henri. Les visites suivantes confirmèrent ce lien. À chaque fois, Simba répondait de la même manière. Il reconnaissait l'odeur, la voix, les gestes. Il ronronnait, et elle s'allongeait. Il léchait la main d'Henri avec une douceur inconcevable pour un prédateur. Une caméra dissimulée dans l'enclos capta un jour Simba gémissant doucement après le départ d'Henri. L'image fit le tour du web. Peu à peu, le zoo comprit que cette histoire ne se résumait pas à un miracle isolé. Elle portait en elle la promesse d'un changement. Le département de recherche comportementale lança un programme d'études sur les souvenirs émotionnels chez les félins. Les chercheurs commencèrent à interroger leurs hypothèses sur la mémoire animale. Ils analysèrent les IRM de Simba. Ils testèrent sa réaction à l'odeur des vêtements d'Henri. À sa voix enregistrée, à ses photos, les résultats furent toujours les mêmes. Le cerveau du lion réagissait comme celui d'un humain retrouvant un être cher. Henri assistait à ces recherches sans s'y opposer, tant qu'elles ne causaient aucune souffrance. Il n'était pas homme de laboratoire, mais il comprenait leur nécessité. Il savait surtout que ce que lui et Simba partageaient allait bien au-delà de la science. Un après-midi d'hiver, alors que la neige tapissait les allées du zoo, Henri s'installa comme d'habitude près de la clôture. Simba l'attendait déjà, couché, les yeux mi-clos. Henri ouvrit un vieux livre à la couverture usée. « Tu te souviens de celui-là ?
demanda-t-il doucement. Et il lut point à voix basse, point sans public, point sans caméra. Juste pour lui, point juste pour son fils. Les mois passèrent, mais rien ne s'effaçait. À chaque visite, Simba reconnaissait Henri immédiatement. Il s'approchait lentement, s'allongeait près de la clôture, émettait ce ronronnement grave qui n'avait rien à voir avec les sons documentés des félins sauvages. C'était une vibration ancienne, familière, intime. Pour les scientifiques, cela défiait toute logique connue. Pour Henri, c'était simplement la voix de l'amour. Un jour de printemps, alors que le soleil baignait les jardins du zoo, un jeune vétérinaire nommé Léandre Chêne, assistant du docteur Mitchell, proposa une expérience. Tester l'activité cérébrale de Simba lors d'une interaction enregistrée. Il diffusa une bande sonore de la voix d'Henri, lisant un extrait de journal. Aussitôt, les capteurs IRM détectèrent une activité intense dans les zones liées à la mémoire et à la reconnaissance émotionnelle. Ce fut un tournant. Un article scientifique fut rédigé. Des revues internationales le publièrent. Le nom de Simba se retrouva dans les universités, les congrès, les laboratoires. Et Henri aussi. Mais Henri refusait toujours la médiatisation. Il déclinait les interviews, les documentaires, les conférences. Il disait simplement « Ce n'est pas une étude, c'est une relation ». Pourtant, il accepta de rencontrer une classe d'écoliers qui, fascinés, demandaient à entendre son histoire. Ce fut la première fois qu'il raconta tout, depuis le début, à un public. Il leur parla de l'arrivée de Simba, de ses nuits passées à ses côtés, de ses premiers pas, de ses jeux maladroits, de la tendresse inexplicable entre un homme et un animal. Les enfants écoutaient, fascinés, les yeux écarquillés. L'un d'eux leva la main. « Est-ce que Simba vous aime comme un papa ?» Henri sourit. « Je ne sais pas s'il comprend ce mot. Mais ce que je ressens, moi, c'est exactement ça. » Le zoo décida alors d'honorer ce lien unique. Une plaque fut installée près de l'enclos, gravée de ces mots « Ici, l'amour a défié le temps, la science et l'instinct ». Chaque visite d'Henri devint un événement discret mais sacré. Les employés, les soigneurs, les visiteurs le saluaient avec respect. Il n'était plus seulement un ancien gardien. Il était la mémoire vivante du lien invisible qui unit les êtres, malgré les espèces. Mais le temps, lui, poursuivait sa marche. Henri, désormais âgé de 75 ans, sentait ses forces diminuer. Il se déplaçait plus lentement, avait parfois besoin d'une assistance pour marcher jusqu'à l'enclos. Pourtant, chaque fois qu'il posait la main sur la clôture, Simba apparaissait, comme tiré d'un rêve. Il venait, frottait sa tête contre les grilles, ronronnait. Un rituel inchangé, comme une promesse. Un matin d'automne, Henri se réveilla avec une douleur persistante à la poitrine. Il refusa d'aller à l'hôpital. Il insista pour garder son rendez-vous mensuel. Sarah Mitchell tenta de le convaincre de se reposer, mais il répondit « Je ne sais pas combien de visites il me reste. Je n'en raterai aucune. » Accompagné de 2 soigneurs, il arriva lentement jusqu'à l'enclos. Simba attendait déjà. Il tourna la tête, repéra Henri et s'approcha immédiatement. Le ronronnement débuta avant même qu'il ne s'allonge. Henri s'assit sur un banc placé juste en face. Il ne dit rien pendant de longues minutes. Il se contenta de regarder. Puis, dans un souffle, « Tu sais, mon garçon, tu m'as offert bien plus que je ne t'ai donné. » Simba ferma lentement les yeux, paisible, la tête posée au sol, comme s'il écoutait. Sarah, restée discrètement en retrait, sentit sa gorge se serrer. Le silence entre les 2 êtres avait plus de densité que 1000 mots. Lorsqu'Henri se leva enfin, appuyé sur sa canne, il s'approcha lentement de la clôture, y posa sa main et murmura « Si un jour je ne viens plus, sache que je ne suis jamais vraiment parti. » Simba, en réponse, poussa un léger gémissement. Henri recula, et le lion resta là, immobile, les yeux rivés sur lui jusqu'à ce qu'il disparaisse de son champ de vision. Quelques semaines plus tard, un événement inattendu bouleversa le personnel du zoo. Simba refusa de s'alimenter pendant 2 jours. Il restait couché, morne, comme abattu. Aucun symptôme physique n'était décelable. Aucun changement dans son environnement. Aucun stress externe, tout semblait normal. Sauf lui. Sarah décida alors d'appeler Henri, malgré ses réticences. Elle savait que la seule chose capable d'éclaircir ce mystère, c'était leur lien. Henri arriva en fin de journée. Fatigué, pâle, mais déterminé. Dès qu'il prononça le prénom de Simba, un frisson parcourut l'enclos. Le lion se redressa, poussa un profond soupir, et trottina jusqu'à la clôture. Il frotta son front contre les grilles avec une vigueur nouvelle. Puis il se coucha à nouveau, mais cette fois, son regard avait changé. Il avait retrouvé sa lumière. Les soigneurs prirent note, un lion déprimé par l'absence d'un humain. C'était inédit. Henri resta un moment, lui parla doucement, puis partit, le cœur lourd, mais l'esprit rasséréné. Ce soir-là, Henri écrivit une lettre.
Pas pour le zoo. Pas pour les chercheurs. Pour Simba. Il la confia à Sarah en lui disant « Quand je ne pourrai plus venir, lisez-la lui. À haute voix. Même si vous croyez qu'il ne comprend pas. Il comprendra. » Sarah prit la lettre avec soin, émue. Elle comprenait désormais que ce lien n'était pas un miracle. C'était une vérité. Une vérité que le monde n'avait pas encore appris à reconnaître. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'incident. Le jour de Simba, comme on l'appelait désormais au zoo, avait laissé une empreinte indélébile. Chaque école locale avait entendu parler de cette histoire. Des visiteurs du monde entier venaient voir le lion qui n'avait jamais oublié son gardien. Une plaque gravée en lettres dorées était apposée à l'entrée de l'enclos. Ici, l'amour a vaincu l'oubli. Henri continuait ses visites mensuelles, accompagné, parfois poussé en fauteuil roulant. Il parlait moins, respirait plus lentement, mais dès que Simba apparaissait, son regard s'illuminait. Leur rituel n'avait pas changé. Simba venait, se couchait, ronronnait, et Henri s'asseyait à ses côtés, racontant à voix basse ses souvenirs, des anecdotes, des pensées silencieuses. Un jour de mai, Sarah le trouva assis plus tôt que d'habitude. Il tenait un petit carnet entre les mains. Lorsqu'elle s'approcha, il le lui tendit. « C'est pour lui, dit-il simplement. » Elle l'ouvrit. Des dizaines de pages écrites à la main. Des souvenirs, des pensées, des messages. Chaque ligne commençait par « Mon garçon ». « Il ne saura pas le lire, dit-elle doucement. Henri sourit. « Non, mais il saura l'entendre. » Les semaines suivantes, Henri vint de moins en moins. La maladie le gagnait. Il le savait, mais refusait de l'admettre à haute voix. Il disait « Tant que je le vois, je vais bien. » Simba, de son côté, continuait de réagir à chaque apparition. Mais lorsqu'Henri ne venait pas, il devenait agité. Il tournait dans l'enclos. Il grognait doucement. Il refusait parfois la nourriture. Alors, Sarah lisait des extraits du carnet. À chaque fois, Simba se calmait. Il s'asseyait, fermait les yeux, écoutait. Puis, un matin d'automne, Henri ne se réveilla pas. La nouvelle parcourut le zoo comme un frisson. Les employés pleurèrent. Sarah, figée devant son bureau, resta silencieuse pendant de longues minutes. Elle ne dit rien. Elle descendit dans les couloirs, carnet à la main, et alla droit vers l'enclos. Simba n'avait pas encore été prévenu. Mais il savait. Le lion était allongé près de la clôture. Il ne bougeait pas. Et elle fixait d'un point invisible. Lorsqu'il vit Sarah, il leva légèrement la tête. Elle s'assit, ouvrit le carnet et lut, la voix brisée. « Mon garçon, si tu entends ces mots, c'est que je ne peux plus venir. Mais tu n'es pas seul. Tu ne le seras jamais. Chaque jour passé avec toi fut un cadeau. Et je veux que tu saches que je pars sans peur. Parce que Jesus que tu continues. Et tant que tu continues, je suis vivant. » Simba ferma les yeux. Son corps massif se contracta légèrement. Un souffle profond s'échappa de lui. Puis il posa sa tête sur ses pattes et resta ainsi, immobile. Les jours suivants, il refusa de manger. Pas une maladie. Pas une blessure. Simplement. L'absence. Alors, Sarah prit une décision. Chaque matin, elle vint s'asseoir devant l'enclos et lut une page du carnet. Parfois 2 points, parfois une seule phrase. Et Simba, chaque jour, écoutait. Parfois il se couchait. Parfois il venait jusqu'à la clôture. Mais il écoutait toujours. Un mois plus tard, le zoo organisa une cérémonie. Sobre. Respectueuse. Les employés, les vétérinaires, les soigneurs, les visiteurs fidèles. On lut les mots d'Henri. On projeta des images de lui avec Simba. Puis, dans un silence total, Sarah lut la dernière page du carnet. « Mon doux garçon, je t'ai aimé d'un amour que je ne croyais pas possible. Et même quand mon corps ne sera plus là, mon amour, lui, ne partira jamais. Car il vit en toi. Et tant qu'il y a un battement dans ton cœur, il y a un souvenir de nous. » Ce jour-là, Simba poussa un rugissement. Mais ce n'était pas un cri de guerre. C'était un chant. Un appel. Un adieu. La vidéo de cette cérémonie fit le tour du monde. Les journaux titrèrent « Un lion en deuil ». Les scientifiques réagirent. Certains restaient sceptiques. Mais d'autres, bouleversés, commencèrent à revoir leurs hypothèses. Le comportement animal, leur disait-on depuis toujours, repose sur l'instinct. Mais peut-être, parfois, repose-t-il aussi sur la mémoire. Et sur l'amour. Le zoo décida de créer un programme éducatif autour de cette histoire. Des enfants venaient écouter la vie d'Henri et Simba. Ils apprenaient ce que signifiait le respect du vivant, l'empathie, la patience. Une nouvelle génération grandissait avec cette idée. Que le lien entre un homme et un animal pouvait être aussi profond que celui entre 2 êtres humains. Simba, lui, vieillissait. Et sa crinière grisonnait. Son pas était plus lent. Mais chaque matin, il se rendait au même endroit, là où Henri s'asseyait. Il s'allongeait, tournait la tête vers la clôture, et fermait les yeux. Certains disaient qu'il attendait. D'autres, qu'il se souvenait. Mais personne ne doutait qu'il ressentait.
Et puis un soir, alors que le soleil se couchait sur Washington, une dernière chose se produisit. Sarah s'approcha de l'enclos avec un objet dans les mains. Une petite plaque, discrète. Elle la fixa sur la clôture, juste à l'endroit où Simba posait souvent sa tête. On pouvait y lire « Pour Henri », qui a prouvé au monde que l'amour n'a pas de frontières. Simba s'en approcha. Et elle la renifla. Puis, doucement, il posa sa tête contre le métal tiède. Et il resta ainsi, longtemps, comme pour dire merci. Ce soir-là, le ciel se teinta d'or. Les oiseaux se turent. De thé dans le silence du crépuscule, un lion solitaire, qui n'avait jamais oublié, ferma les yeux, bercé par un souvenir qui ne mourrait jamais. Car certaines histoires ne s'éteignent pas. Elles se transforment. Elles deviennent des murmures dans les arbres, des battements dans les cœurs. Et parfois elles renaissent, dans les yeux d'un enfant qui écoute et comprend.